Quand on aime, on ne compte pas. C'est sans doute l'une des phrases les plus dangereuses que l'on puisse entendre en matière de finances. Car en réalité, quand on aime, on doit compter. Ne pas le faire, c'est risquer de se retrouver fauché, seul ou les deux. Nous avons tous cette image romantique du couple idéal qui partage tout. Mais dès que l'argent entre en jeu, le romantisme cède la place à une réalité mathématique et parfois brutale. Saviez-vous que l'argent est la troisième cause de divorce, juste derrière l'infidélité et le manque de communication? La raison est simple. Trop de couples gèrent leurs finances au feeling, alors que ce domaine crucial devrait être abordé de manière logique et calculée. Bienvenue sur le Réveil financier, le guide pour une gestion financière de couple saine et durable. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 3 pires erreurs à éviter absolument pour protéger non seulement votre patrimoine, mais aussi et surtout l'harmonie de votre relation. Et restez jusqu'à la fin, car une de ces erreurs, la plus sournoise, appauvrit statistiquement un partenaire plus souvent que l'autre, et vous ne voulez pas en faire partie. La première erreur, et elle est très répandue, est de croire que faire du 50-50 pour toutes les dépenses est la solution la plus juste. Imaginez, vous emménagez avec votre partenaire, vous prenez un appartement, ouvrez un compte joint et par souci d'équité, vous décidez de tout diviser par 2. Le loyer, les courses, l'électricité, toutes les charges sont réparties en parts égales. En théorie, cela semble parfaitement juste. Le problème, vos salaires, eux, sont rarement égaux. Prenons un exemple concret avec Thomas et Sarah. Thomas, directeur de magasin, gagne 5 000 € par mois. Sarah, secrétaire, perçoit un salaire de 1 500 €. Leurs charges fixes communes s'élèvent à 2 500 €. Si l'on applique la règle du 50-50, chacun doit déposer 1 250 € sur le compte joint. Pour Thomas, c'est une formalité. Il lui reste 3 750 € pour ses dépenses personnelles, son épargne et ses investissements. Pour Sarah, c'est un véritable désastre. Il ne lui reste que 250 € pour boucler le mois. Après avoir réglé sa part des autres dépenses, elle se retrouve bien souvent à l'équilibre, voire en négatif. La conséquence est dramatique. Sarah s'appauvrit progressivement pour suivre le train de vie de Thomas. Si Thomas souhaite s'offrir un bel hôtel pour les vacances, Sarah, bien qu'elle veuille le suivre, voit ses économies fondre comme neige au soleil. Pour éviter ce piège destructeur, la solution est simple. Oubliez le 50-50 et optez pour une participation aux dépenses au prorata de vos revenus. Reprenons notre exemple avec ce calcul équitable. Thomas voit ses charges s'ajuster, lui laissant 3 075 € pour le reste du mois, un montant tout à fait confortable. Quant à Sarah, il lui reste désormais 925 €, ce qui lui permet de se faire plaisir et de construire son propre patrimoine. Ce n'est plus de l'égalité, mais de l'équité, et c'est la clé d'un équilibre financier respectueux pour les deux partenaires. La deuxième erreur, plus sournoise encore, consiste à se répartir les dépenses par type. C'est ce que l'on nomme parfois la théorie des pots de yaourt. Pour mieux comprendre, imaginons Mathilde et Pierre. Ils sont collègues, occupent le même poste et leurs salaires sont donc similaires. Dans leur vie privée, ils décident que Pierre prendra en charge le crédit immobilier, tandis que Mathilde s'occupera de toutes les autres dépenses du foyer. Le problème est flagrant. Les dépenses de Pierre sont de l'investissement. Chaque mois, il se construit un patrimoine qui prend de la valeur. Mathilde, elle, utilise son argent pour des consommables, les courses, les factures, les loisirs, des dépenses qui n'ont aucune valeur résiduelle à long terme. La conséquence, si le couple se sépare, Mathilde se retrouve sans rien, tandis que Pierre conserve son bien immobilier. Les années passées en commun lui auront permis de se bâtir un patrimoine dont il continuera de bénéficier seul. Ce piège classique appauvrit statistiquement beaucoup plus souvent les femmes. Pour l'éviter, voici une règle d'or.
Chacun doit participer aux différentes catégories de dépenses du foyer, qu'il s'agisse de l'investissement ou de la consommation. Il est crucial de noter que cette erreur concerne principalement les couples en union libre ou ceux mariés sous un régime de séparation de biens, où chacun reste propriétaire de ce qu'il acquiert. Au-delà des calculs, la gestion financière en couple est aussi une affaire de psychologie. On dit que les opposés s'attirent, mais en finance, ces opposés peuvent se faire la guerre. Je parle ici de la cigale et de la fourmi, du dépensier et de l'économe. Les tensions apparaissent quand ces deux profils mettent l'intégralité de leurs revenus en commun sans avoir préalablement établi de règles claires. L'économe va constamment surveiller les dépenses de la cigale, craignant pour leur sécurité financière. Il aura l'impression que chaque achat superflu met en péril leur avenir. De son côté, le dépensier se sentira étouffé, jugé, comme s'il était en couple avec son propre banquier. Cette situation engendre des tensions permanentes, des non-dits et parfois même des cachotteries financières, nuisant gravement à la confiance mutuelle. L'erreur fondamentale ici est de vouloir changer l'autre. Vous ne transformerez jamais une cigale en fourmi du jour au lendemain. La solution réside dans le cloisonnement d'une partie du budget. Ne mettez jamais la totalité de vos revenus sur le compte joint. Chacun doit conserver un compte personnel avec une somme d'argent dont il peut disposer comme bon lui semble, sans avoir à se justifier. Une fois que la contribution aux dépenses communes a été versée sur le compte joint, si le dépensier souhaite s'acheter une paire de chaussures à 300 € avec son argent personnel, l'économe n'a rien à dire, car cela n'impacte en rien la sécurité financière du foyer. Et si l'économe préfère épargner ou investir ces 300 €, c'est tout aussi valable. Cette approche permet à chacun de conserver sa liberté financière et son autonomie, tout en contribuant sereinement aux objectifs communs. Vous l'avez compris, gérer l'argent en couple va bien au-delà du simple paiement de factures à deux. C'est une question d'équilibre, de respect et de communication. Entre le piège du 50-50 qui écrase les plus petits salaires, la répartition inéquitable des dépenses qui construit un patrimoine pour l'un et rien pour l'autre, et les différences de profils financiers qui génèrent des conflits, l'amour seul ne suffit pas toujours à protéger vos intérêts et l'harmonie de votre relation. Ne soyez pas ce partenaire passif qui se réveille dans 15 ans après une séparation, sans toit ni épargne, simplement parce qu'il a préféré le romantisme à la discussion des sujets qui fâchent. L'argent doit être un outil au service de vos projets communs, un levier de croissance pour votre couple, et non une source de domination ou de rancœur. Prenez le temps de vous asseoir ensemble, sortez les calculettes et discutez d'une répartition au prorata ou d'un budget cloisonné. Cela peut sembler froid et calculé, mais je vous garantis qu'il n'y a rien de plus sain et de plus apaisant pour un couple que de savoir que personne ne se sent lésé ou désavantagé financièrement. Dites-moi en commentaire, dans votre couple, avez-vous déjà mis en place le prorata ou êtes-vous encore au 50-50? J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Le Réveil financier pour soutenir mon travail et ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et pour aller plus loin, une autre vidéo s'affiche à l'écran, prête à vous guider vers de nouvelles stratégies financières.